Merci. Je dois dire que je suis à la fois ravi et séduit d'être parmi vous aujourd'hui, et que la chose aussi m'effraie un petit peu, puisque je ne suis pas historien de l'art, et je crois que je connais finalement assez peu de choses à l'art, et encore moins au contemporain, puisque les périodes qui m'occupent sont des périodes plus anciennes, des périodes qui sont constitutives de ce qu'on appelle l'aube de l'époque moderne, c'est-à-dire les XVIe et XVIIe siècles. Mais ne connaissant pas d'ailleurs, avant d'être contacté pour cette conférence, la notion d'effet magicien, je me suis quand même assez docilement documenté. Et puis ce matin, l'ensemble des témoignages qui ont été collectés concernant cet effet magicien, dont on sait qu'il a eu lieu, dont on doute qu'il ait encore lieu, puisqu'il s'agissait essentiellement, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je crois qu'on peut le dire, de témoignages à charge contre cette exposition. Donc, ayant lu un peu et beaucoup écouté en tout cas ce matin, ce qui me frappe, c'est en tout cas, et ce dont je peux, moi, vous entretenir, un certain nombre de convergences, à la fois dans l'état des lieux, le diagnostic qui est porté, et les pistes qui se dessinent autour de cette question de savoir que faire du tournant global en histoire de l'art. Et ce qui me frappe, c'est qu'avec une chronologie qui est strictement parallèle, tournant global qui a eu lieu dans les autres secteurs généralistes de l'histoire, en histoire sociale, culturelle, politique, intellectuelle et économique, et tournant global qui affecte aussi d'autres disciplines des sciences sociales, la sociologie ou l'anthropologie. Donc, si j'ai à peu près compris, il y a eu un effet magicien, cette exposition, 1989, Les magiciens de la Terre, dont on comprend qu'elle est pensée à l'époque comme un moment clé d'internationalisation du catalogue, et au sens propre du catalogue d'exposition, avec un propos qui est déjà explicitement, mais évidemment pour l'époque modérément anti-européocentriste, c'est-à-dire avec la volonté donc de regarnir les rangs de ce catalogue avec des œuvres qui proviennent d'autres lieux que quoi, d'ailleurs, un espèce de centre de l'histoire et du commerce de l'art, qui serait en gros l'Europe plus les États-Unis. Alors, il me semble qu'au moins sur le diagnostic, sur le constat, et qui est assez accablant, on peut s'entendre, et surtout qu'on peut partager une question, en tout cas c'est celle que j'aimerais partager avec vous pour les besoins du dialogue. Là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que nous gravitons autour de cette question de savoir comment nous pouvons écrire une histoire du monde, une histoire monde qui ne soit plus, en tout cas, une histoire de l'Europe taillée plus large, c'est-à-dire une histoire de l'Europe taillée plus large, une histoire de l'Europe vue de loin, c'est-à-dire une histoire de l'Europe telle qu'elle aurait été perçue, comprise ou mécomprise par d'autres lieux de l'espace où les Européens seraient allés pour de bonnes et surtout souvent de mauvaises raisons, ou bien une histoire de l'Europe au loin, c'est-à-dire une histoire de l'Europe en ses expansions, en ses projections impériales, une histoire qui commence au bas mot au XVIe siècle. Comment s'arracher donc au grand récit de l'occidentalisation du monde, dont nous savons bien aujourd'hui qu'ils sont, pour la plupart d'entre eux, criants de fausseté, dès lors qu'on en revient à la question de la façon dont s'est constituée l'archive, et donc l'histoire officielle de ces expansions. Comment échapper, on pourrait dire aussi, à l'égotisme historiographique de l'Europe, c'est-à-dire à cette obsession, qui est tout de même un tantinet grotesque à la longue, qui la pousse à toujours se penser à la fois comme le centre, on a parlé de la centralité fantasmée ce matin, mais aussi comme la source de tout, et en particulier de ce qu'elle appelle ou de ce qu'elle croit être la modernité. Alors évidemment, l'internationalisation, c'est-à-dire l'élargissement géographique du catalogue des œuvres convoquées par cette exposition, les magiciens de la Terre, c'est un premier pas, me semble-t-il, dans la bonne direction. Il faut, de ce point de vue-là, à mon avis, se rappeler que la situation était bien pire encore dans les années 1960 ou 1970, comme on nous l'a rappelé d'ailleurs aussi ce matin. Mais évidemment, ce processus d'internationalisation du catalogue pose un problème, et un problème de taille, et a généré tout un ensemble de critiques autour de cette exposition. C'est bien sûr la question du choix, c'est-à-dire le choix des œuvres appelées à figurer dans ce catalogue élargi. Et ce problème du choix, c'est évidemment un problème de traduction, et un problème de traduction au sens
de l'imposition d'un rapport de force, puisque traduire à destination d'un public, dans un lieu, sous forme d'un parcours, d'une visite muséographique, c'est évidemment toujours trahir, mais c'est trahir pour gagner une bataille. Il y a un beau texte de Michel Callon et Bruno Latour sur la traduction, qui l'a défini explicitement comme la capacité qu'a que se crée une entité à parler au nom d'une autre entité. Et il me semble qu'un certain nombre des critiques autour de cette exposition tournaient précisément autour de la question de qui choisit quoi, qui s'est érigé en celui qui choisit, aux quatre coins du reste du monde, pourrait-on dire, ce qui est appelé désormais à figurer aussi parmi des œuvres qu'on dit artistiques ou qu'on présente de façon dite artistique. Alors qui choisit quoi ? Des œuvres, des écoles, des courants, des lieux de production artistiques et ou artisanales, plus ou moins institutionnalisés, et qui choisit évidemment comment, c'est-à-dire au nom de quels critères plus ou moins explicites. Alors évidemment, le risque ou le péril de cette démarche, en tout cas c'est ce qui moi me paraît intéressant, c'est de rechercher l'équilibre et non l'asymétrie. Autrement dit, de chercher à équilibrer les plateaux de la balance, à savoir un peu moins d'Europe par ici, un peu plus d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, que sais-je encore par là. Or, le problème que pose cette démarche, qui est en soi une bonne démarche, tout ce qui permet de faire émerger des choses qui n'étaient pas là dans des lieux de visibilité ne peut qu'attirer la sympathie. Le problème, c'est que l'équité, la véritable équité, vient de la symétrie et non pas de l'équilibre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si la balance elle-même, vous voyez, donc le geste qui consiste à rééquilibrer les plateaux du catalogue, c'est-à-dire beaucoup d'œuvres européennes d'un côté et puis de plus en plus d'œuvres extra-européennes de l'autre. Donc si la balance elle-même, le principe de peser est dans la main de l'Europe, alors évidemment la bataille d'une certaine manière est perdue d'avance, puisque c'est par définition une vision ou une définition européenne, ou alors disons européo-états-unienne de l'art qui l'emporte et qui va s'imposer, le cas échéant à la dérobée, comme le seul universel, ou en tout cas le seul étalon de l'universel, avec cette idée, à mon avis de bon sens, que c'est celui qui impose l'unité de mesure du territoire qui est au final celui qui dresse les cartes, ou du moins qui se dote des moyens de dresser les cartes. Voilà donc le principe d'équilibre, tel qu'à mon avis il prévaut dans le type de logique qui animait une exposition comme les magiciens de la Terre. Et à l'inverse, il y a un principe de symétrie qui suppose tout autre chose et qui suppose d'appliquer à chaque monde de sources, de vestiges, d'œuvres, ses propres critères de valeur. Autrement dit, ça n'est plus un principe de pesée unique, ça n'est plus une balance et ses plateaux, mais c'est la prise en compte simultanément de différents ensembles de critères de valeur, et de valeur aussi bien esthétique que commerciale ou spirituelle. Et c'est donc cette symétrie comme principe organisateur du regard, la distribution équitable de la dignité documentaire entre l'ensemble des mondes en présence. Chacun de ces mondes est vérité de plein droit. Chaque système de véridicité possède une cohérence qui lui est propre, ou du moins, il vaut mieux lui en postuler une pour le décrire, ce qui est un principe de charité en linguistique. Il vaut toujours mieux présupposer la cohérence d'un ensemble pour le décrire que postuler d'entrée de jeu son incohérence. Alors, il me semble aussi que pour les œuvres d'art, la question devient peut-être encore plus critique, puisque celles-ci ont, comme toutes les choses, ce qu'Arjuna Padurai, donc anthropologue indianiste, appelait une vie sociale. Plus exactement, elles ne sont pas la nature, mais l'état d'un objet, puisqu'à ras les objets, enfin me semble-t-il, on a beaucoup discuté ce matin de la notion d'ontologie, mais en tout cas, à ras les objets, il y a essentiellement une histoire accidentelle, au sens le plus classiquement aristotélicien du terme de l'art. Cette idée que les choses ont une vie sociale, et donc les œuvres dites d'art à un moment donné aussi, veut simplement dire qu'un artefact mène une existence qui est scandée par des métamorphoses, que ces métamorphoses sont provoquées par des passages d'un régime de valeur à un autre. L'exemple le plus simple, me semble-t-il, c'est de se rappeler qu'un simple urinoir peut commencer sa vie comme objet utilitaire, même d'utilité publique, et la finir comme pièce de musée, et donc s'engager dans un cycle de transformation. Or, ce qui est intéressant, c'est que ces parcours de métamorphose, constitutifs de la vie sociale des choses, ne sont pas nécessairement synchrones, ni même agencés de la même façon d'un monde à l'autre. Et il me semble que c'est même en jouant sur le déphasage
entre des cycles de métamorphose, qu'à un moment donné, littérateurs, savants, collectionneurs ont inventé cette idée de l'art primitif, on dit aujourd'hui art premier, c'est peut-être encore pire, c'est-à-dire qu'on a arraché des objets d'origine et ou à finalité technique ou rituelle à un cycle local de métamorphose et on les a transposés à une autre étape d'un autre cycle de métamorphose et en les insérant en un autre lieu, on les a transformés en pièces de musée. Alors c'est peut-être cela, la vraie magie, ou alors le vrai tour de prestidigitation de l'effet magicien, c'est-à-dire de jouer de ces déphasages. Et puis, dernier problème afférent à ce type de démarche, donc celle de l'effet magicien, tel que moi, en tout cas, j'essaye de le comprendre, c'est que les conventions mêmes de la mimésis, c'est-à-dire des principes qui organisent la représentation du monde à travers un certain nombre de formes, littéraires, artistiques, ces principes ou conventions de la mimésis ne sont pas universels. Par exemple, quid de ces sociétés qui sont des sociétés aniconiques, non pas des sociétés iconoclastes qui sont dans le refus violent de l'image, mais des sociétés qui refusent, et qui refusent consciemment, les conventions du réalisme figuratif. Alors pour les gens qui, comme moi, travaillent sur les sociétés d'Asie du Sud-Est au XVIe siècle, la société javanaise au XVIe siècle ne produit aucune figuration réaliste de personnages, de batailles, de scènes de règne, etc. Elle obéit à d'autres types de conventions, et ça pose la question de savoir si, lorsqu'une société ne produit pas d'image au sens que confère à cette idée le réalisme figuratif, elle ne figure pas à ce moment-là, ou n'a pas le droit de figurer dans l'histoire globale de l'art. Donc voilà en gros quelques résumés des critiques, évidemment nombreuses, qu'on peut adresser à ce type d'effet magicien. Évidemment, on en vient maintenant à ce qui est l'objet je crois, de nos discussions cet après-midi, c'est-à-dire, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Comment être vraiment équitable, c'est-à-dire comment rendre justice d'un même mouvement à l'ensemble des mondes en présence, comment ne pas les réduire au forceps les uns aux autres, ou, c'est un peu au fond la même chose, à un bottin de vagues, très vagues généralités, comment les restituer tous sans attenter à l'intensité et à la densité de chacun d'entre eux. Alors, quelques éléments de réponse tirés d'une recherche qui est une recherche que j'ai menée personnellement et qui est donc limitée dans ses intentions et dans ses résultats. Première suggestion, c'est d'abord qu'il faut rester modeste. C'est-à-dire qu'il faut, en tout cas pour l'historien, qui a besoin de sources et qui a besoin de pouvoir travailler des sources de première main, et donc dans les situations dont on va parler, des sources en plusieurs langues, dans des scripts difficiles, différents. Il faut quitter l'échelle du monde comme planète, c'est-à-dire l'idée d'une histoire mondiale qui serait une histoire du monde en son extension maximale, laquelle devient géographiquement parlant planétaire, et chercher plutôt à travailler sur les lieux mondes où se frôlent, s'esquivent, s'entremêlent et s'entrechoquent des mondes. Alors les pistes d'observation privilégiées pour cela, moi en tout cas c'est ce que je pense, c'est que ce sont les situations de contact entre des mondes distants géographiquement et distants linguistiquement, c'est-à-dire ces situations qui sont typiques de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la première mondialisation et qui correspond peu ou prou à la mondialisation ibérique, l'expansion tout à la fois espagnole et portugaise des XVIe et XVIIe siècles. Alors c'est un choix parmi d'autres, puisqu'il y a des collègues qui pourraient défendre l'idée d'une première mondialisation mongole au XIIIe siècle, une sorte de mondialisation venue des steppes. Après tout, des collègues préhistoriens défendraient l'idée d'une première mondialisation au néolithique, des collègues antiquisants d'une mondialisation alexandrine. On peut multiplier les premières mondialisations. Travailler donc à petite et même à très petite échelle, mais du coup, c'est ce que permet cette réduction de la focale, en prenant en compte de la même façon l'ensemble des actants de l'histoire, à la fois les Européens et les extra-européens, mais aussi bien les hommes que les choses. C'est un tournant qu'en histoire généraliste, on a appelé de l'histoire connectée, puisqu'elle s'intéresse à des situations concrètes de connexion, de mise en contact entre des univers distants. Et il me semble que ce tournant de l'histoire connectée, en tout cas en milieu muséal, pour le domaine de questions qui m'occupe, c'est une exposition qui le montre le mieux. C'est une exposition qui a lieu en 2004 au Victoria and Albert Museum, qui est une exposition qui s'appelle Encounters, The Meeting of Asia and Europe, 1500-1800, qui est une exposition dont la direction scientifique est assurée par deux spécialistes de cette période des premiers grands échanges entre l'Asie et l'Europe, 16e, 17e, 18e siècle, qui sont Anna Jackson et Amin Jaffer.
Et cet effet Encounters, c'est une exposition qui parmi les historiens a eu un écho puissant et continue à produire des effets de structuration du questionnement. Donc cet effet Encounters, il me paraît que c'est le probable équivalent de cet effet magicien dont nous parlons, en tout cas pour l'histoire de l'art telle qu'on la débat aujourd'hui. Alors, ou plus précisément, c'est un second tournant qui puise à la source d'une critique des effets d'internationalisation du type de ceux promus par les magiciens de la Terre. Donc si on mélange un peu tout, si les magiciens de la Terre sont un tournant d'internationalisation ou un premier tournant global en 1989, Encounters, en 2004, forme un deuxième tournant. Et 2004 est d'ailleurs une année où l'histoire connectée va faire l'une de ses premières grandes apparitions publiques, avec la publication simultanée d'ouvrages extrêmement importants, Les 4 parties du monde de Serge Gruzinski, et puis le premier volume des Explorations in Connected History de Sanjay Subramaniam. Donc il n'y a probablement pas de hasard, une histoire connectée proposée par Gruzinski et Subramaniam, qui se pense et qui se veut une critique explicitement de l'histoire globale de langue anglaise, qui, selon eux, aboutit à un espèce de catalogue de généralités, et qui, faute d'utiliser les sources extra-européennes en langue vernaculaire des sociétés asiatiques, africaines ou océaniennes, reconduit dans son principe même l'européocentrisme, c'est-à-dire l'interprétation européenne de l'histoire du monde. Alors, l'idée dans cette exposition, c'est d'abord qu'on ne taille plus trop large, on travaille à horizon restreint en termes à la fois spatiaux et temporels. On travaille à l'échelle de situations localisées d'interaction. Alors, pour vous donner une idée du type de situation que couvre cette exposition, l'arrivée des Portugais au Japon dans les années 1540, la connexion Manille-Acapulco à la fin du XVIe siècle, la Nao de China, qui desservait cette connexion pacifique, les cargaisons de porcelaine bleu et blanc des convois des grandes compagnies à chartes qui opèrent dans l'océan Indien, l'East India Company, la VOC hollandaise, la Compagnie française des Indes, la scène d'une rencontre diplomatique, le seul moment d'une rencontre diplomatique ou d'une joute théologique à la cour des Ming ou à la cour des grands Moghols, etc. Et évidemment, en tout cas pour moi, cette exposition a marqué un tournant parce qu'elle est un grand progrès par rapport au récit convenu de l'occidentalisation du monde, et aussi parce qu'elle a présenté une magnifique collection d'objets, et tout particulièrement les objets dits hybrides ou métis. C'est un peu la notion qui s'impose dans ces années-là. Donc je vous ai préparé une petite sélection de certains de ces objets. Alors vous avez un grand classique de ces expositions Rencontres Europe-Asie. Ce sont toutes les pièces d'art indo-portugais, c'est-à-dire produites par des artistes locaux dans les Indes portugaises, et en particulier les pièces de marqueterie qui étaient produites dans l'arrière-pays de Goa, qui sont des pièces de marqueterie avec des incrustations souvent de nacre, de carapace de tortue. Autre exemple, voilà, ça ce sont les byombosh, c'est-à-dire les grands panneaux peints qui sont produits au Japon et qui représentent l'arrivée et les premières interactions avec les Portugais. Ce sont des pièces en particulier qu'on trouve au Museu Oriente à Lisbonne et au Musée national d'art ancien à Lisbonne. Il y a, ça va vite, il y a donc toujours dans cette galerie de la zone contact, et je précise que c'est même une galerie boutique de la zone contact, puisqu'en fait certaines de ces pièces proviennent de collections privées, et qu'on peut toujours à Lisbonne acheter un certain nombre de ces pièces sur un marché purement privé. Cette Vierge à l'enfant en bodhisattva, c'est-à-dire qui mélange deux grammaires de conventions de représentation. Pour faire les choses simples, c'est la Vierge Marie représentée comme une bodhisattva, c'est-à-dire l'un de ces avatars du Bouddha qui vient dans le monde, figure de compassion pour sauver les hommes. Autre exemple, alors ça j'aime beaucoup, le Guimet en a des exemplaires absolument magnifiques. Ce sont des petites représentations religieuses, généralement des Christ en croix, mais sous forme de netsuke. Et les netsuke sont les petites attaches, en particulier de bourses qu'on porte à la ceinture au Japon. Donc à nouveau, art hybride, art métis, puisqu'il mélange des techniques locales de fabrication, et il mélange aussi une grammaire locale de l'habillement, de ce qu'on porte et de la façon dont on le porte, avec évidemment un répertoire d'images, le Christ, la Vierge Marie, dont on sait qu'il est venu dans les bagages des Européens. Et puis, dernière pièce, je crois,
Alors ça, c'est aussi un grand classique, c'est la porcelaine bleu et blanc qui est produite très rapidement en Chine à destination des Européens. C'est le second marché chinois de la porcelaine, donc des pièces qui valent beaucoup moins cher et qui sont beaucoup moins estimées que celles que Qingdeseng continue à produire pour les élites chinoises, mais qui sont spécialement destinées à être vendues aux compagnies européennes des Indes, et pour celles-là, par exemple, portent les armoiries de la VOC. Et je ne sais pas si j'ai mis un dernier exemple ou pas. Ah oui, ça c'est magnifique. Ça, c'est un Christ en ivoire de Ceylan. Là encore, des artisans locaux, spécialistes de la taille de l'ivoire, fabriquent à destination et sur commande des Européens au XVIIe siècle des artefacts religieux. Alors, donc, vous voyez ce dont il est question dans cette exposition et la beauté des objets qui y étaient présentés. Mais évidemment, la limite de cette exposition, Encounters, c'est que l'ensemble des objets qui sont présentés là, et c'est pour ça que j'ai appelé ça la galerie de la zone contact, sont des objets qui précisément appartiennent à l'archive de cet espace de rencontre entre, pour aller vite, l'Asie et l'Europe, ou entre l'Europe et, de façon plus générale, les mondes distants. Or, cette zone contact est, dans les faits, une zone minuscule. Je vais vous montrer de façon très concrète les dimensions. Donc, si on prend par exemple Deshima à Nagasaki, qui pendant 2 siècles va être le point de connexion unique en termes commerciaux, mais aussi d'échanges intellectuels, de circulation des savoirs et des techniques entre l'archipel japonais et l'Europe. Dans les faits, Deshima, ça n'est pas plus grand que ce que vous voyez sur la carte, c'est-à-dire c'est profondément minuscule, et c'est en plus mis sous bonne garde par les autorités japonaises. Autre exemple de la dimension de ces zones contact, ça c'est la ville de Macao. Macao à nouveau, qui est quand même le lieu où s'acquièrent exclusivement les biens en provenance de Chine, la foire annuelle de Macao, qui dans la seconde moitié du XVIe siècle est celle où les Européens, non seulement les Portugais, mais plus tard les Espagnols venus de Manille, les marchands italiens qui courent les réseaux de la monarchie hispanique, acquièrent la soie chinoise, la porcelaine bleu et blanc, etc. Donc vous voyez ces noms, Macao et Deshima, qui sont très présents dans l'histoire monde, qualifient en fait des zones contact qui, en termes de dimension, sont à l'échelle des sociétés politiques auxquelles elles sont adossées, extrêmement réduites, pour ne pas dire infinitésimales. Donc non seulement la zone contact est une zone minuscule à l'échelle des sociétés asiatiques, mais qui plus est, sa pertinence n'est pas équitablement distribuée, puisque le contact importe alors beaucoup plus aux Européens. Nous sommes au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, avant la grande divergence de Kenneth Pomeranz, qu'à leurs partenaires asiatiques. Donc la zone contact, non seulement elle est minuscule, mais en plus elle est importante à l'époque seulement pour les Européens, puisque pour des empires aussi puissants que la Chine des Ming, la relation à l'Europe, le rapport à l'Europe, qui se concrétise par l'institution de ces zones contact, est un rapport qui, dans la hiérarchie des connexions pertinentes, vient pratiquement en dernière position. Autrement dit, il y a pour les sociétés d'Asie, et ça vaut pour les sultanats du monde malais aussi bien que pour la Chine de la période Ming, tout un ensemble de connexions à grande distance qui sont beaucoup plus importantes en termes commerciaux, militaires, d'opportunités, de périls, que la relation à l'Europe. Donc cette exposition Encounters, c'est un second pas. C'est l'archive de la zone contact, mais le problème est que la zone contact est minuscule et que le contact importe beaucoup plus aux Européens qu'aux Asiatiques. Nous nous retrouvons donc dans un deuxième temps qui reste assez profondément européocentriste, puisque c'est encore la grammaire des intérêts des investissements européens qui détermine le lieu dans lequel on va prélever, la zone contact, les artefacts qu'on va donc constituer en collection pour les besoins d'une exposition. Alors pour le dire autrement, ou pour être beaucoup plus concis, la zone contact fait par définition la part trop belle à l'Europe, et elle est la géographie refuge de l'européocentrisme au temps de la critique postcoloniale. Donc ça n'est plus la carte du monde comme une planète centrée sur l'Europe, mais c'est une carte européenne des lieux-mondes. Une carte européenne des lieux-mondes, c'est mieux, mais ça n'est après tout peut-être guère mieux. Et je conclus, pour ne pas être trop long. Donc cette zone contact, comment en sortir ? Évidemment, il n'y a pas de recette miracle, sinon je vous la
livrerai bien volontiers. Mais en tout cas, il ne fallait pas en attendre moins d'un historien. L'idée, c'est avant tout qu'il faut réinjecter du temps dans les lieux, et que cette notion de géographie, qui s'est corrigée ce matin, de notions comme celle de palimpseste, est une notion, en tout cas, qu'il ne faut pas concevoir en termes exclusivement spatiaux, mais qui est une notion qui doit se charger de temps au pluriel. Et autrement dit, il est possible de jouer pour produire des logiques de compréhension, d'un effet d'historicisation. Un effet d'historicisation, ça veut dire avant tout ne tenir pour connu par avance aucune des catégories d'entendement local, y compris les catégories qui définissent comme œuvre d'art ou pas telle ou telle gamme ou classe d'artefacts, ce qui veut dire, en termes d'écriture, qu'il faut densifier chacun des mondes en présence, pour aller vite, densifier autant l'Asie que l'Europe dans le récit qu'on livre de ces rencontres, et qu'il faut tenir ces deux mondes, européens et extra-européens, dans chaque situation localisée de contact, pour aussi étranges l'un que l'autre. Et pour dire, moi en tout cas, ce qui m'est apparu à la fin de cet ouvrage, l'histoire à parts égales, le lieu de l'étrangeté, ça n'est pas l'Asie, ça n'est pas l'Europe, ça n'est même pas leur point séquent qui est minuscule, la zone contact, mais c'est bien la fin du XVIe siècle. Les Européens de la fin du XVIe siècle sont des créatures tout à fait aussi étranges que les Asiatiques de la fin du XVIe siècle, ce qui veut dire, en l'espèce, que la géographie de l'effet d'étrangeté, elle est temporelle, et non pas seulement, et non pas d'abord spatiale. Alors, les historiens aiment bien citer, ça vient d'un roman de L.P. Hartley qui s'appelle The Go-Between, et le personnage principal, qui est un vieil homme qui se remémore son enfance et sa jeunesse, Leo Colston, dit « The past is a foreign country, we do things differently there ». Et donc, il s'agit de faire une histoire du passé comme d'un pays étranger. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, pour s'arracher à l'impossibilité de réconcilier des cosmographies divergentes, qu'il est impossible de réunir en une géographie universelle sans céder à un ethnocentrisme ou à un autre. On sort peu à peu et difficilement de l'européocentrisme, mais en histoire globale, on est sur le point de replonger dans un autre ethnocentrisme, qui est le sinocentrisme. La Chine prend une place un peu disproportionnée dans les nouveaux récits d'histoire monde. Donc pour éviter ce genre de choses, il faut d'une certaine façon créer des pays temporels, c'est-à-dire jouer sur la variable temps, et alors de toutes les manières possibles et imaginables. Ceci, bien sûr, sans oublier que le temps lui-même n'a pas de majuscule. Il n'y a pas un temps universel, il n'y a pas de calendrier qui soit par lui-même un calendrier universel. Le calendrier européen, donc julien puis grégorien, n'est qu'un calendrier parmi d'autres. Je vous en donne un dernier exemple qui sera aussi une conclusion. Lorsque les Hollandais arrivent à Java pour la première fois, sur la côte nord de l'île de Java, en juin 1596, nous sommes en juin 1596 dans le calendrier grégorien, qui est tout nouveau d'ailleurs à l'époque, qui a été institué une vingtaine d'années auparavant. Mais pour les Javanais, et c'est là aussi où c'est important, il va falloir redonner aux gens d'ailleurs le nom que ces gens se donnaient. On dit tout le temps on est embarrassé par la catégorie l'Ouest, le reste du monde, l'Afrique, l'Asie, etc. Bon, dans les sources, en tout cas moi les gens sur qui je travaille ont un nom, le nom qu'ils se donnent, Orang Jawa, les Javanais. Et donc à l'époque les Javanais ne vivent pas en 1596, du moins lorsqu'on lit les textes qu'ils produisent à l'époque. S'ils sont musulmans, et ils le sont de plus en plus majoritairement, ils vivent en 1004, de l'anno Ejirae, c'est-à-dire de l'année de l'Égir selon le calendrier musulman. Et s'ils sont encore sous le rythme des vieux calendriers hindous bouddhistes, ils sont en 1517-1518 de l'ère Saka, qui est une ère dérivée du monde indien. Or, évidemment, chacune de ces dates, l'idée, c'est pas de dire qu'en gros, 1596, c'est différent de 1004 en termes arithmétiques, mais c'est que chacune de ces dates ouvre sur des horizons d'attente, d'espérance ou de crainte qui sont radicalement dissemblables. Pour les Européens, 1596, c'est 4 ans avant l'entrée dans un nouveau siècle, dont certains pensent qu'il sera la fin du monde, ou du moins la fin d'un empire. C'est la raison pour laquelle Campanella hurle partout en Calabre que l'empire hispanique va s'effondrer, et la raison pour laquelle il finit dans les geôles de l'Inquisition. 1004 en monde musulman, c'est 4 ans après la fin du premier millénaire de l'islam, et c'est le temps des bilans. On écrit partout des histoires universelles du premier millénaire de l'islam. Donc d'une certaine façon, ces pays temporels n'existent pas plus que d'autres types de découpage géographique, mais c'est une non-conclusion. Quitte à choisir son pays, autant en prendre un qui n'existe vraiment pas. Voilà.